Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. Nous recevons aujourd'hui l'ambassadeur de France auprès des Nations Unies, Gérard Araud, à l'occasion de la présidence française du Conseil de sécurité. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à la mission française tout près de l'ONU. On va évidemment parler de la Syrie. Ces dernières semaines ont vu un veto au Conseil de sécurité, la démission de Kofi Annan de sa mission de médiation comme envoyé des Nations Unies et de la Ligue arabe. Alors la question qu'on se pose, c'est que peut faire l'ONU encore aujourd'hui sur le dossier syrien? C'est d'autant plus une bonne question que c'était le troisième veto russo-chinois opposé à des résolutions qui étaient sur le fond très modérées pour faire pression sur le régime d'Assad. Trois vétos, on n'avait quasiment plus vu ça depuis la guerre froide. Et donc il est très clair désormais que la Russie et la Chine ont décidé de soutenir le régime d'Assad et cela jusqu'au bout. Or, que nous avait demandé Kofi Annan? Il avait demandé le soutien de la communauté internationale pour pouvoir faire pression d'ailleurs sur les deux parties. Il se rend compte que la communauté internationale est profondément divisée. Il pense qu'il ne peut rien faire sans l'unité de la communauté internationale, donc il démissionne, il jette l'éponge. L'ONU a encore un rôle à jouer en Syrie? Le Conseil de sécurité, d'un point de vue politique, je ne crois pas. Comme je vous l'ai dit, il y a un différend politique central. Au fond, les Russes et les Chinois nous disent c'est Assad ou les islamistes radicaux en Syrie. Nous n'aimons pas particulièrement Assad, mais nous le préférons aux islamistes radicaux. Nous leur répondons avec votre politique, nous allons avoir Assad, puis les islamistes radicaux. Parce que Assad tombera, on le voit bien avec non seulement sur le terrain, mais toutes les défections. Et ensuite, plus on attend, plus on a une radicalisation de l'opposition syrienne. C'est vrai que Al-Qaïda est entré en Syrie, c'est vrai qu'on a des combattants djihadistes qui arrivent, mais ce n'était pas le cas il y a 6 mois. Donc c'est la raison pour laquelle nous demandons à la Russie et à la Chine de changer de politique, mais rien n'indique qu'elles ne le feront. Donc qu'est-ce qu'on peut faire au Conseil de sécurité? Nous sommes présidents du Conseil de sécurité au mois d'août, et évidemment Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, veut essayer d'utiliser cette présidence pour faire progresser les choses. Donc nous allons tenir une réunion ministérielle à la fin du mois, et nous allons voir ce que nous pouvons faire. Nous sommes en contact avec tous les membres du Conseil. Il y a sans doute une voie, c'est la voie humanitaire. La situation humanitaire en Syrie est catastrophique. 3 millions de Syriens n'ont pas accès maintenant à l'eau, les médicaments, la nourriture. Les ONG ne peuvent pas rentrer en Syrie. Et donc, je pense qu'on peut convaincre la Russie et la Chine de se joindre à nous pour demander, pour exiger l'accès humanitaire en Syrie. Alors, davantage d'humanitaire, moins de politique. Il y a encore des observateurs de l'ONU qui sont présents sur le terrain en Syrie. Ils sont encore 150. Leur sort doit être décidé ce mois-ci. Est-ce qu'ils doivent rester ou est-ce qu'ils doivent rentrer? La résolution qui a prolongé leur mandat dit qu'ils doivent partir, sauf si, et là il y a deux conditions, le régime arrête de bombarder à l'arme lourde les villes, et deuxièmement, le niveau de violence a diminué de telle sorte qu'ils puissent agir sans risque. Et donc nous verrons donc le 15 août ou le 16 août où nous en serons de ce point de vue-là. Mon sentiment est que, étant donné la montée de la violence, je vois mal comment on pourrait maintenir des observateurs en Syrie. Et donc j'imagine, de nouveau, sauf changement que nous espérons tous, j'imagine que les observateurs devront quitter la Syrie le 20 août. Kofi Annan a pointé la responsabilité et l'échec du Conseil de sécurité dans sa mission. Est-ce que la Russie, bien sûr, porte une part de responsabilité, mais est-ce que les Européens et les États-Unis, en ayant finalement laissé faire la militarisation du conflit, notamment par les pays du Golfe, ne portent pas aussi une responsabilité dans l'échec de Kofi Annan? C'est curieux, tout le monde considère qu'il y a eu militarisation par les États du Golfe. Ça fait quand même 17 ou 18 mois que les combats se poursuivent. Eh bien, en 17-18 mois, vous remarquerez que les rebelles ou les résistants, l'opposition, n'a pas d'armes lourdes. C'est-à-dire que ce n'est que la semaine dernière qu'ils ont commencé à détruire des chars. Ils n'ont pas abattu un avion ou un hélicoptère. Donc honnêtement, s'il y a eu envoi massif d'armes, je dirais que les États du Golfe n'ont pas été très efficaces. En réalité,
il y a eu sans doute des armes qui ont circulé, mais dans cette région, les armes circulent facilement. L'opposition, jusqu'à maintenant, n'a que des armes légères. Donc il n'y a pas eu militarisation. Il y a eu résistance d'un peuple face à la répression d'un gouvernement. Qu'ils aient acheté des armes dans la région. Vous savez, il y a 500 km de frontière avec l'Irak, où toutes les armes circulent, c'est inévitable. Qu'il y ait eu des livraisons d'armes, peut-être, mais en tout cas, elles n'ont pas été massives, et ce ne sont pas elles qui expliquent la militarisation. La militarisation, c'est la répression d'Assad. Le secrétaire général Ban Ki-moon parle de guerre par procuration entre les grandes puissances ou les puissances régionales. Aujourd'hui, en Syrie, vous pensez que c'est exagéré d'utiliser ce terme ? C'est un conflit extrêmement complexe. Il y a, je l'ai dit, la révolte d'un peuple contre une dictature. Il y a aussi les tensions confessionnelles à l'intérieur du pays, qui d'ailleurs ont été utilisées par le régime pendant 40 ans. Mais il y a également, évidemment, des conséquences géopolitiques. Il y a en effet, nous le savons tous, une rivalité entre les pays arabes sunnites et l'Iran. Et Assad était l'allié de l'Iran dans la région. Il y a donc un aspect géopolitique. À quoi bon le nier ? Vous avez parlé de la présence d'Al-Qaïda ou de djihadistes aujourd'hui en Syrie qui est avérée. On a également vu des insurgés commettre des crimes de guerre, des exécutions sommaires. Est-ce que finalement les Russes n'ont pas raison de se méfier de cette opposition qui pourrait un jour prendre la place d'Assad ? Est-ce que c'est une réflexion que vous avez entre Occidentaux aux Nations Unies ? On peut toujours se méfier du peuple, mais ce n'est pas la France des droits de l'homme qui le fera. Il y a une population syrienne qui se révolte contre une dictature, mais de nouveau, nous le savons bien, quand vous avez une guerre civile, vous avez des atrocités. Et plus on attendra, plus la guerre civile sera atroce. Je ne doute pas qu'il y ait eu des crimes de guerre commis par l'opposition, mais je dirais que dans ce genre de circonstances, hélas, c'est inévitable, ce qui n'est pas une manière d'excuser. De nouveau, essayons de mettre un terme aux affrontements le plus vite possible, c'est la meilleure manière d'éviter les atrocités. Et pour le faire, il faut avoir un processus politique, une transition politique. Parlons de l'Afrique, puisque c'est un sujet qui intéresse évidemment beaucoup nos téléspectateurs, et notamment le Mali. La CEDEAO et l'Union africaine ont demandé le déploiement d'une force d'intervention au Mali. Est-ce que le Conseil de sécurité est prêt à autoriser ce déploiement ? Il y a eu une résolution qui a été votée par le Conseil de sécurité qui affirme que le Conseil de sécurité est disponible pour le faire. Encore faut-il qu'un certain nombre de conditions soient remplies. La première, et qui est quand même la plus importante, c'est une demande officielle des autorités maliennes. Nous n'allons pas envoyer une force au Mali sans l'autorisation des autorités légitimes maliennes. Vous ne l'avez pas reçue ? Pour le moment, nous ne l'avons pas reçue. Ensuite, il faut la demande de la CEDEAO, que nous n'avons toujours pas reçue. Demande de la CEDEAO qui doit comporter le plan d'opération, mais également le cadre politique de l'intervention. Cela étant, lorsque cela sera présenté au Conseil, peut-être dans les prochains jours, eh bien, le Conseil, sur la base de la résolution 2056, évidemment, considérera positivement cette demande. L'usage de la force au Mali vous paraît inévitable aujourd'hui ? Je dirais que d'abord, le plus important, le chemin du Nord passe par Bamako. Donc ce qui est important, c'est le renforcement des institutions légitimes maliennes, c'est la reconstitution d'une armée malienne, parce que ceux qui vont reconquérir le Nord, et en ce sens-là, évidemment qu'il faudra à un moment ou à un autre une intervention militaire, mais intervention militaire, j'aurais tendance à dire, de l'armée malienne soutenue par les forces africaines. Mais il y aura une intervention militaire parce qu'avec Al-Qaïda, on ne négocie pas. Donc il faudra se battre avec ces gens-là. Autre sujet de préoccupation en Afrique, le Congo-Kinshasa, la RDC, Goma, la ville de Goma est peut-être sur le point de tomber. C'est en tout cas ce que craignent les Nations Unies. Si cela devait arriver, est-ce que le Conseil de sécurité et les Nations Unies doivent intervenir ? L'ONU le fait, parce qu'en réalité, ce qui est quand même n'est pas vraiment le mandat des Nations Unies. Les Nations Unies, les hélicoptères d'attaque des Nations Unies ont frappé de manière répétée sur les rebelles. Et sur la route de Goma, les Nations Unies se sont installées, se sont interposées, et elles ne laisseront pas les rebelles avancer vers Goma. Parce que Goma, c'est entre 1 million et 1,5 million d'habitants, et ce serait une tragédie absolue. Vous savez que ces rebelles recrutent des enfants pour leur bande, ce qui fait que les familles fuient dans les forêts. Il y a déjà 200 000 personnes déplacées de plus, alors qu'il y en avait déjà 1,5 million. Non, les Nations Unies sont déterminées à faire de leur mieux pour protéger les civils, mais avec évidemment des moyens très limités. La vraie solution, c'est un accord entre le Rwanda
et la République démocratique du Congo. Alors justement, le Conseil de sécurité a déjà fait 2 déclarations concernant la RDC, en condamnant les soutiens extérieurs à la rébellion du M23, mais sans jamais mentionner le Rwanda, qui lui est cité pourtant dans le rapport du groupe d'experts des Nations Unies. Pourquoi cette timidité du Conseil de sécurité vis-à-vis du Rwanda? D'abord, je ne vais pas dévoiler le débat, mais en tant que président du Conseil de sécurité, je peux vous dire qu'il n'y avait pas de consensus pour dénoncer nommément le Rwanda. Je crois que derrière cette absence de consensus, il y a au fond l'idée que dénoncer un pays serait relativement inutile, parce que nous savons de nouveau qu'à la fin du compte, ce qui est important, c'est un accord entre les deux pays. Vous le savez, par exemple, les États-Unis ont stoppé leur coopération militaire avec le Rwanda. L'Union européenne a fait de même avec une partie de sa coopération. Donc il y a des pressions qui sont sur ce pays. Et nous espérons que Kinshasa et Kigali parviennent à un nouveau compromis. Ils l'avaient fait en 2009 et il n'y aura pas de paix au Kivu sans un compromis entre les deux pays. Très rapidement, sur un autre sujet, la Palestine, le président Mahmoud Abbas dit vouloir revenir en septembre devant l'Assemblée générale des Nations Unies pour demander que son pays, la Palestine, devienne État non membre de l'ONU. Est-ce que la France soutiendra cette démarche? La France a toujours soutenu cette démarche. Nous avons toujours dit aux Palestiniens que, étant donné que la voie du Conseil de sécurité, c'est-à-dire l'adhésion aux Nations Unies, était bouchée, et notamment par un veto américain, que nous pensions que reconnaître à la Palestine ce statut d'État non membre pouvait être un progrès. Cela étant, toutes ces questions institutionnelles, ce n'est pas là l'essentiel. Le conflit israélo-palestinien ne sera pas résolu à New York, il sera résolu par un accord, par des négociations entre Israël et la Palestine. Monsieur l'ambassadeur, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi l'entretien de France 24. Vous restez avec nous pour un journal d'actualité sur France 24.